je vous remercie tous les trois parce que je trouve qu'on a une vision maintenant d'ensemble du problème. Vos exposés étaient très clairs et donc, bien sûr, on attend vos questions. Moi, j'ai une première question. Il faut toujours en avoir une pour lancer les choses. C'est Xavier, tu as parlé de questions de traçabilité des produits, mais il y a un point qui me paraît important, c'est la traçabilité des données. C'est-à-dire, on a des données qui sont fournies par les entreprises, on va avoir des données qui sont ensuite traitées ou qui sont recalculées à partir des données des entreprises, parfois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des outils qui permettent de savoir, finalement, qui est à l'origine d'une donnée dans des outils de ce type-là, quoi? Belle question. Alors, sur l'approche aujourd'hui qu'on a dans le projet, c'est de dire justement, faisons simple, le catalogue numérique, il est alimenté par les marques. Voilà, dans les réflexions au-delà du catalogue numérique, effectivement, l'idée c'est de pouvoir croiser aussi ces données avec d'autres données qui pourraient venir des distributeurs, des commerçants, des consommateurs ou d'autres. C'est vrai que, à mon sens, ça reste quand même un enjeu fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des données qu'on trouve sur Internet sont, entre guillemets, pas tracées. En tout cas, il est toujours très très difficile de retrouver la source et de la certifier. Donc j'aurais tendance à dire que sur le catalogue numérique, en tout cas, la première étape, c'est justement de partir de cette hypothèse qu'on va déjà nous identifier la source, parce que ça donne un point d'appui et ça permet, et c'est un des enjeux hein, quand on fait de l'analytique ou des choses comme ça, de pouvoir qualifier les données et de savoir finalement quel degré de confiance on peut avoir en fonction de ce qu'on cherche à faire. Bonjour, Stéphane Gigandet d'Open Food Facts. Alors j'ai bien noté, Xavier, que tu as parlé de partage, de biens communs, etc. Et ma question, ça serait sous quelle forme justement ces données en open data seront disponibles? Est-ce qu'on pourra télécharger toute la base facilement? Est-ce que je pourrais par exemple l'intégrer dans Open Food Facts tous les soirs? Comment ça va marcher? Sous quelle licence, etc. Alors c'est justement une des questions qu'on a dans le projet. D'ailleurs pas que dans ce projet-là, mais dans le projet international. C'est finalement, il y a la consommation de la donnée au fil de l'eau. Se pose la question je dirais des gros consommateurs. L'un des enjeux qu'on a autour de ces sujets-là, c'est de dire, encore une fois, c'est un bien commun, donc il faut qu'on donne accès à tous. Maintenant, est-ce que tout le monde financera tous les accès? C'est des questions qu'on se pose. J'ai pas la réponse, honnêtement. C'est un des sujets, clairement, qu'on a identifié comme étant à traiter, analyser et à se pencher là aussi collectivement pour savoir comment on s'organise le partage de la donnée. Parce que, comme tu le dis très justement, il y a des consommateurs à la demande et puis il y a des gens qui voudront récupérer la base pour s'en servir, pour la rapprocher avec d'autres données et l'exploiter. Donc c'est clairement des questions qu'on a aujourd'hui, et ça reste des questions, mais elles sont bien identifiées. Oui, voilà, c'est un autre sujet, je crois que c'était Emmanuel hein, qui l'évoquait. C'est la question des propriétés, des licences. Alors on parlait de l'image aussi, hein, c'est clairement des questions qui nous sont posées autour des propriétés d'image. Donc voilà, il y a cette volonté d'open data. Maintenant, il faut arriver à l'intégrer dans un écosystème et des règles qui sont variées et diverses. Et encore une fois, c'est là où nous on prend l'exercice le plus difficile parce que on va pas faire du scrapping, mais on va essayer de justement amener les entreprises, et c'est l'objectif, à publier de la donnée et de l'information. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là. Bonjour, Sandrine Raffin, LinkUp. Ma question, c'est, je vois bien toutes ces données, l'intérêt pour que ça puisse être utilisé justement par des acteurs extérieurs qui, à partir de ces données, vont faire une forme de pédagogie. Quelle sera la marge de manœuvre finalement pour les entreprises? Ou est-ce que vous allez travailler sur un cadre commun de pédagogie? Parce que l'information, elle est très dense, on a vu tout à l'heure, on la met à disposition, mais en réalité la problématique du consommateur, les 3/4 du temps, c'est qu'il ne sait pas décrypter cette donnée. Donc est-ce qu'il y a aussi dans le projet l'idée de travailler sur un cadre commun
Ou bien est-ce que les marques pourront réfléchir avec peut-être un cadre commun, mais des déclinaisons, parce que la pédagogie, elle est éventuellement pas tout à fait la même si on vend un produit déjà tout prêt ou un produit brut qui va servir à préparer des choses. Jusqu'où vous voulez aller dans cette mise à disposition, cette facilité de mise à disposition de l'information pour le consommateur? Tout ça, c'est en réflexion. On n'en est qu'au début du projet et c'est des questions qu'on se pose. Mais l'idée, c'est pas forcément d'aller jusqu'à une interface consommateur. C'est plutôt de créer un métacatalogue, une base de données brutes en fait, où on retrouverait la liste d'ingrédients, les valeurs nutritionnelles. Pas forcément d'exploiter ces données pour les communiquer aux consommateurs d'une autre façon. Donc l'idée, c'est pas... Mais là encore, c'est pas tout à fait arrêté et c'est dans les discussions qu'on a commencé à l'ANIA avec nos partenaires, mais l'idée n'est pas nécessairement d'aller vers un outil, une interface consommateur. On laisserait ça plutôt justement aux offreurs de solutions, à eux, d'exploiter ces données brutes pour apporter du service aux consommateurs. Voilà. Oui, et ça pourrait être aussi les associations finalement, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de le mettre à disposition et que les associations aussi puissent... sur certains profils de consommateurs ou sur leurs adhérents, d'exploiter tout ou partie de ces données, parce que je pense que c'était très bien dit en introduction. Voilà, les données seront disponibles et peut-être qu'il y en aura juste 5 ou 6 qui seront intéressants pour certains et du coup pouvoir valoriser ça, faire de la pédagogie, expliquer ce que ça signifie et justement casser. On met le packaging digital à disposition, mais vous n'êtes pas obligé de lire tout le packaging digital pour commencer à comprendre quelque chose en fonction de vos préoccupations. Est-ce que vous m'autorisez juste un petit mot, parce que je crois qu'à ce stade-là, il sera tout à fait impossible, me semble-t-il, d'attendre ma conclusion sans entraîner toute la journée un sentiment de confusion. Alors, ce projet aujourd'hui, catalogue numérique, s'inscrit dans un projet plus grand dont je vais vous parler ce soir, qui est celui de la mise en place d'une plateforme numérique de l'alimentation. Et c'est bien entendu elle qui va avoir pour objectif de s'intéresser à tous les usages possibles et imaginables des data et du data lake qu'on va mettre en place à partir de quelque chose qui est totalement fondamental, qui est le catalogue, et encore plus amont par rapport à ce catalogue numérique, à une notion qui est apparue quelquefois subrepticement ce matin, qui est la carte d'identité des aliments. Le point de départ du raisonnement, et je vous l'expliquerai ce soir, c'est le fait que finalement les aliments n'ont pas d'identité aujourd'hui. Et que finalement tout ne se voit pas à l'œil nu quand on est consommateur. Et vous êtes obligé, alors même que vous avez des préférences, de vous en remettre à quelque chose qui est un regard tiers, qui est un processus de certification de l'information à laquelle, par nature, vous n'avez plus confiance au regard des événements médiatiques qui sont intervenus au cours des 20 dernières années. Donc on est obligé de repartir de zéro et de poser, et d'utiliser les outils du numérique qui ont leur côté infalsifiable et fiable pour arriver, à récupérer les données relatives à l'identité, aux attributs descriptifs des aliments, et de repartir de cette idée de carte d'identité agrégée dans un catalogue plus grand, lui-même en lien avec une plateforme numérique où on aura non seulement des données de composition, mais évidemment bien d'autres choses dont on a besoin, par exemple des données de consommation, par exemple des données de géographie des consommations, enfin des tas de choses qui font qu'au bout du compte, le fonds fait ce qui est son métier depuis longtemps, c'est-à-dire établir une relation entre ce que l'on consomme et ce que l'on devient, autrement dit la préservation de son capital santé. Moi, le but qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est dans une perspective beaucoup plus large, et pourquoi je porte le projet dont je vous parlerai ce soir, beaucoup plus large que le catalogue lui-même, qui est un outil formidable, on le perçoit déjà, pour finalement interopérer ou rendre interopérables les informations dont ont besoin les acteurs successifs de la chaîne alimentaire. Mais mon but, c'est un cran au-dessus. Et je crois que mon but, c'est simplement la transition numérique de la chaîne alimentaire. C'est le fait finalement de passer de quelque chose qui était à la mano à quelque chose qui sera infiniment plus automatique et qui concernera évidemment tous les usages que l'on peut faire des données qui concernent les aliments. Il fallait le dire, je crois, parce que ce dont il vous parle depuis ce matin, c'est bien le projet catalogue numérique. Et ce que j'évoquerai en fin de journée, mais j'ai cru devoir le faire plus tôt, c'est le projet Numalim, en gros, numérisation de la chaîne alimentaire. Voilà, en gros. Merci. Merci Daniel pour cette précision, et on reparlera, et de toute façon dans la lignée des états généraux de l'alimentation, on sait que c'est
vaste perspective qui est ouverte. Mais j'ai aussi quelques questions beaucoup plus terre à terre finalement, parce qu'on a un certain nombre enfin vous êtes dans la salle, on a un certain nombre de spectateurs, d'auditeurs, je ne sais pas comment il faut dire, qui sont avec nous via Internet et qui se posent des questions toutes simples, c'est-à-dire de dire mais pourquoi il n'y a pas déjà toutes les données de base, celles qu'on a sur le paquet, la liste des ingrédients, la composition nutritionnelle. Et alors peut-être un peu de confusion, parce qu'on dit pourquoi toutes ces données disponibles ne sont pas rendues disponibles par GS1, par Alchemix, etc. Comme ça paraît naturel, dans la mesure où c'est des données publiques, c'est sur des paquets, et manifestement on a un certain nombre de participants qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas avoir accès si facilement que ça à ces données, quoi. Oui, en fait, derrière tout ça, il y a des sujets qui sont assez fondamentaux, qui sont la propriété intellectuelle et la responsabilité. Toutes ces données, elles sont extrêmement engageantes. Les allergènes, c'est un peu un lieu commun, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, et sur lesquels la personne qui contribue à l'information, elle est quand même relativement responsable de cette information-là. Donc ça, c'est un premier élément, c'est qu'en fait, l'industriel qui fabrique le produit a, une responsabilité extrêmement importante sur la justesse de cette information. Le deuxième élément, c'est la propriété intellectuelle. En fait, le développement d'une marque, d'un packaging, l'invention d'une recette, d'un produit, etc., c'est un élément qui porte énormément de propriété intellectuelle de la part de l'industriel. Donc en fait, ces données-là, elles existent, certes, mais en fait, c'est à l'industriel de décider ce qu'il en fait. Ça lui appartient, c'est lui qui est responsable. Donc en fait, c'est très important que ce soit lui, que ce soit une démarche proactive de sa part, que de centraliser et de partager cette information de la manière dont il souhaite. Et donc c'est pour ça que le modèle qui est soutenu par GS1 et le modèle que du coup nous aussi on soutient, c'est un modèle où en fait la personne qui contribue l'information en a la propriété et la responsabilité et choisit avec qui elle le partage, que ce soit via l'intermédiaire du catalogue numérique ou via autre chose. Et puis ensuite il y a plein de choses, je dirais, assez amusantes dans l'industrie. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mais en fait, c'est très très difficile pour un industriel que d'avoir la dernière version de ce qui est écrit sur le pack. Alors ça paraît bête, mais en fait la raison est la suivante, c'est qu'en fait quand vous réalisez un packaging, vous faites plein d'ajustements au moment de la conception de ce packaging. Vous allez faire des retours à la ligne, vous allez ajouter plus de précision en fonction de l'espace qui reste, vous allez être plus détaillé dans les conseils d'utilisation, etc., etc. Et en fait ce qui fait que ces informations-là, elles sont non seulement éparpillées dans l'entreprise, mais elles sont aussi modifiées juste avant l'édition du packaging. Et donc en fait, ça rend cette information pas si facile que ça à collecter. Elle est en effet présente sur le packaging, il semble que c'est facile de la récupérer, sauf qu'en fait, elle a été issue de tout un tas de départements différents au sein de l'entreprise, qui se sont tous mis autour d'une maquette à la fin. La maquette, elle a été envoyée à l'impression, et puis ensuite, tout le monde a un peu oublié. La réalité, c'est qu'en fait, il faut reprendre en général ces informations de manière à en assurer vraiment la justesse, parce que derrière, il y a ces enjeux de réglementation, il y a ces enjeux de responsabilité et de propriété intellectuelle. Vous avez donné exactement les bonnes raisons. Cette information dématérialisée, elle n'existe pas forcément en entreprise, en tout cas dans une base centralisée. C'est une information qui est éparpillée entre plusieurs services. Elle n'est pas forcément regroupée dans les entreprises. Et puis, une entreprise, elle ne va pas communiquer cette information à l'extérieur si elle n'a pas la certitude de pouvoir effectivement la tenir à jour et s'assurer qu'elle corresponde bien à l'information qui est sur les packs. Donc il y a vraiment un gros défi pour les entreprises de pouvoir générer cette information produit. Oui, peut-être juste pour compléter et pas redire, mais je vais poser une question toute simple. Combien d'entreprises ont identifié le responsable du packaging digital ? Voilà, qui va effectivement gérer ces problèmes de coordination, d'alignement, de mise à jour. Encore une fois, il faut voir que pour un certain nombre d'entreprises, ces sujets-là sont récents, et on parlait de transformation numérique. C'est un des sujets forcément qui nous anime. Et voilà, des gens comme Alchemix, la question c'est aussi après, est-ce qu'on a les bons outils dans son entreprise pour assurer la gestion de ce packaging digital du produit. Ça reste encore une fois, mais on a été rassuré, mais ça reste encore une fois des choses nouvelles. Mais je confirme que quand on a travaillé sur Inco il y a quelques années, c'était une des premières questions qu'on nous a posées.
Ah mais quoi, GS1, vous gérez des codes des produits pour les entreprises et vous n'avez pas de base avec l'intégralité des produits décrits. Et ben non, parce que effectivement, c'est des choses qui sont encore dans cette dynamique de transformation digitale et ce projet en fait partie. Question. Il y avait Claude et puis... oui. Moi, Daniel Nero a en partie répondu, mais il faudra probablement attendre un peu pour en savoir plus. Mais je trouve qu'on parle beaucoup de constitution de la base de données et que ça devient nettement plus flou quand il s'agit de son exploitation. Et il me semble que si vous n'avez pas d'interface, consommateur, ça veut dire qu'il va y avoir probablement une superposition de couches ou une concurrence d'algorithmes pour y accéder. Et en quoi est-ce que ça va contribuer à dissiper un peu la cacophonie ambiante, ou, si vous voulez, le mot-clé, c'est la surcharge informationnelle. C'est ce que demandait Sandrine Raffin. C'est pas qu'on ne peut pas décrypter, c'est qu'on en a trop, de toute façon. Qu'elle est concurrente, qu'elle est orientée, qu'elle est chargée, etc. En quoi ces projets peuvent nous aider à structurer cette information? C'est un peu analogue à tout ce qu'on voit dans l'univers du digital. Déjà, peut-être juste un mot. Déjà, j'avais insisté dans mon introduction tout à l'heure sur les deux termes, catalogue et information à la carte. C'est-à-dire qu'il faut les deux outils. Les outils d'information à la carte, les apps, vous en avez présenté tous plusieurs, il y en a beaucoup. Et déjà, la première chose qui nous met en mouvement, c'est de dire mais c'est ridicule que chacun reconstitue sa propre base et que plusieurs bases coexistent, premièrement. Et deuxièmement, c'est source d'erreurs, de gaspillage, d'énergie, de temps, etc. Donc on remonte des applications qui se développent, qui permettent justement d'informer les consommateurs, vers l'outil sur lequel elle s'appuie, avec, je pense, quelque chose qui sera important, d'où ma question de tout à l'heure, c'est de bien distinguer l'information de base et le traitement de l'information, c'est-à-dire la façon dont on guide ou on oriente les consommateurs vers un choix et dont on recueille leurs préférences. Donc ces applications existent et je pense que le fait qu'elles soient nombreuses est plutôt positif, c'est-à-dire que c'est mieux qu'il y ait plein d'applications qui utilisent une base de données, à condition que chacune distingue bien les données de base qu'elle a utilisées du traitement qu'elle a fait de ces données, plutôt qu'on ait une seule application qui guide tout le monde au même endroit. Donc c'est ça l'idée. Alors je pense, tout à l'heure je disais c'est le début d'une série. On avait fait une première conférence sur ce premier sujet. Aujourd'hui on parle du catalogue et de la base de données parce que c'est le nerf de la guerre. Et peut-être faudra-t-il que nous fassions encore quelques conférences sur les applications qui sont prévues pour guider les consommateurs. Juste pour faire un parallèle, parce qu'on a courant juin, on va lancer un programme un peu similaire sur la cave digitale des vins français. Donc l'idée, c'est un peu la même idée. On va avoir une description commune des produits, des vins, donc sur les informations de base, les cépages, la couleur, etc. Et l'idée, c'est de dire, on ne va pas uniformiser, par contre, la manière dont sont appréciés ces vins, qu'il y a plein de guides qui vous permettent de faire votre choix éclairé. Il y en a qui vous faites confiance, d'autres vous faites moins confiance. Vous achetez chez l'un, chez l'autre. Voilà, l'idée, c'est de dire les données de base, comme tu l'évoquais, elles sont disponibles. Et là, on commence à avoir des acteurs qui vont pouvoir justement exploiter ces données-là pour répondre à des questions précises. Et quand on revient sur les alimentaires, c'est si j'ai des préoccupations d'allergènes, tu l'évoquais très bien, Pierre, en introduction, si c'est que les sujets d'allergènes qui m'intéressent, l'application qui sera développée, elle se focalisera sur ces éléments-là. Et pas la peine d'aller décrire le bilan nutritionnel ou s'occuper du bilan. C'est l'intérêt du numérique, c'est qu'on va pouvoir sélectionner les données dans l'application pour se focaliser sur l'attendu du consommateur. Oui, l'idée de l'ANIA, c'est surtout pas que cet outil devienne l'outil de décryptage des packs officiels de l'industrie agroalimentaire. C'est pas du tout ça l'objectif. L'idée, c'est de fournir des données brutes et de laisser à des offreurs de solutions apporter du service aux consommateurs. Et là, c'est tant mieux qu'il y ait de la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à partir de ces données pour apporter du service aux consommateurs. Mais c'est pas la voie officielle de l'ANIA. Hein, c'est ça qu'il faut retenir.
Nicolas Revenu, je suis membre de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, donc association de consommateurs. Et c'est à ce titre-là que je voudrais poser une question sur le périmètre du catalogue, c'est-à-dire de l'ensemble des informations qu'on pourra y trouver, informations objectives tout de même. Si je pense aux signes de qualité auxquels vous n'avez pas fait référence du tout, sauf à l'instant en parlant d'un catalogue des vins, par exemple, ce serait difficile de faire l'impasse sur cette question. Et donc, les signes de qualité, c'est un monde, il est très difficile de le comprendre. Ça appartient beaucoup au marketing, mais il y a aussi beaucoup de définitions officielles, réglementaires, et donc on est dans l'objectif aussi. Alors, est-ce que vous envisagez de donner à la clé des informations sur les produits, celles qui ont trait au signe de qualité, dans la mesure où le produit en question s'y réfère lui-même ou relève de ce signe? Il y a une information essentielle qui est difficile à trouver, c'est le référentiel. C'est-à-dire, quelle est la qualité, quelles sont les caractéristiques que revendique le produit qui porte ce signe, et sans aller consulter le journal officiel, est-ce qu'on pourra les avoir par le site en lien avec l'information du produit? Voilà. Sans préjuger de la réponse qui sera apportée, parce qu'on n'a concrètement pas encore travaillé aux données que l'on souhaitera avoir dans ce référentiel produit. On sait grosso modo quelles données y figureront. Déjà, toutes les données, ce qu'on appelle les attributs réglementaires de base, il y en a une trentaine en tout. Mais bien évidemment, identifier dans le catalogue les produits qui font l'objet de signes officiels de qualité, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, que ce soit un label rouge, une IGP, une AOP, un produit issu de l'agriculture biologique. Oui, c'est tout à fait une information qu'on pourra donner dans le catalogue. Quant à permettre à celui qui le consultera d'avoir accès au cahier des charges, pourquoi pas? Ces cahiers des charges sont publics, on les trouve sur le site de l'INAO d'ailleurs, en accès libre. On pourrait tout à fait imaginer effectivement des liens qui permettent, à partir du produit, de basculer sur le cahier des charges sur le site de l'INAO. Mais bon, là il est vraiment trop tôt, c'est prématuré de vous dire qu'on fera ça. On est vraiment qu'au tout début du projet, et on verra au fur et à mesure. Oui, je crois que c'est, pour rebondir sur ce que disait Daniel, c'est justement sans doute une bonne idée de pouvoir faire justement ce lien, une fois qu'on a les bases du produit, de pouvoir faire le lien notamment vers les labels dont il se revendique, et un travail de plus, la description effectivement des engagements ou des grands principes qu'on peut retrouver derrière ce label. Voilà. Alors est-ce que ça sera, c'est bien les discussions qu'on a, est-ce que ça sera dans le catalogue numérique, ou est-ce que ça sera de la donnée justement dans laquelle on pourra beaucoup plus facilement faire le lien parce qu'on a le catalogue? C'est une très bonne question sur laquelle on va avoir à plancher aussi. Merci pour l'idée. Bonjour, je vous remercie tous, merci pour vos questions.